Éric Zemmour, bonsoir. Vous avez signé cet ouvrage. Le destin français, paru aux éditions Albin Michel. C'était le mois dernier. Vous avez vendu à ce jour 83 000 exemplaires et êtes resté 3 semaines en tête des ventes de livres. Une vision très personnelle de l'histoire de France. Une galerie de plus de 40 portraits de Clovis à De Gaulle, entre autres. On va y venir dans un petit instant. Ces 600 pages, elles sont aussi polémiques, 600 pages au cours desquelles vous avez choisi de réhabiliter certains personnages historiques, à provoquer une nouvelle fois des polémiques, des controverses, notamment au sujet de la vision et des propos qu'il contient sur l'immigration, l'islam, l'intégration. On y viendra, mais aussi la période de Gaulle, Pétain, on va y venir. C'est pour cela que nous avons choisi d'organiser ce débat entre Éric Zemmour et Patrick Weil ce soir. Bonsoir à vous, Patrick Weil. Bienvenue. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, président de Bibliothèques sans frontières, auteur de Le Sens de la République, qui vient d'être réédité en collection Folio. Vous êtes un des intellectuels qui s'est le plus opposé publiquement au contenu de cet ouvrage et au contenu, j'allais dire, des ouvrages ou des idées d'Éric Zemmour. Vous nous expliquerez tout ça dans un petit instant. Commençons donc par le commencement, si vous le voulez bien, messieurs, et prenons les choses, j'allais dire, non pas de manière datée, mais sur la première partie très historique de votre livre, Éric Zemmour, et puis dans une deuxième partie, on sera plus sur une actualité sociétale et sur les changements, les crispations aussi au cœur de notre société. On a voulu s'attacher, nous, dans Destin français, à regarder de très près ce côte à côte que vous faites entre Pétain et le général de Gaulle. Vous allez vous dire évidemment peut-être sans surprise, mais vous dites un certain nombre de choses, page 504, vous écrivez Pétain pense sincèrement qu'il a fait don de sa personne à la France, de Gaulle s'identifiait à la France dans la mesure où il se considère de la France l'ultime et la seule chance, ou encore d'autres phrases comme ça qui nous ont semblé parfois incongrues. Est-ce qu'il n'est pas effectivement curieux de mettre sur le même pied d'égalité le maréchal Pétain et le général de Gaulle, Éric Zemmour? Et pourquoi donc? C'est un portrait croisé, donc il faut bien comparer les deux personnages. En plus, quand on plonge dans l'histoire et la vie de ces deux personnages, on s'aperçoit à quel point ils ont été proches. L'un a servi même de nègre, comme on dit, à l'autre. L'un a donné son prénom le fils du général de Gaulle s'appelle Philippe. Vous voyez, c'est quand même, ils ont été très très proches. De Gaulle admirait le maréchal Pétain pour ce qu'il avait fait à Verdun, et Pétain admirait l'intelligence du jeune de Gaulle. Ils viennent du même milieu, ils sont officiers tous les deux, ils ont la même connaissance de l'histoire, etc. Vous voyez, on pourrait dérouler comme ça. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de faire un portrait croisé, de voir leurs points communs, leurs différences, et de voir leur destin un peu croisé. Et je dis que ça m'évoque le magnifique roman que complètement oublié aujourd'hui de Mérimée, Chronique de Charles IX, où il y a deux frères protestants, l'un se convertit au catholicisme et ils finissent par s'affronter et se tuer. C'est un peu ça l'histoire de Gaulle et Pétain. Vous dites qu'ils ont les mêmes origines, Éric Zemmour. Est-ce qu'ils ont... Oui, sociales, culturelles, etc. Est-ce qu'ils ont la même idéologie? Au départ, vous avez raison, le plus républicain, c'est Pétain. Le plus républicain, c'est Pétain, c'est ce que vous dites. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous savez, quand Pétain est nommé ambassadeur en Espagne, Léon Blum explique que, c'est auprès du général Franco, Léon Blum explique que c'est trop bien pour le général Franco et que le général français le plus humain, le plus républicain ne doit pas être envoyé en Espagne. C'est Léon Blum. Et à l'époque, le général de Gaulle inquiète beaucoup les républicains avec son projet d'armée de métier et d'offensive. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe qu'on croit en général. Beaucoup plus complexe que l'histoire, que les livres d'histoire nous l'expliquent. Patrick Weil, ils ont deux actes de forme de résistance. C'est aussi ce que dit Éric Zemmour. On va y venir dans un petit instant. Cette parallèle entre Pétain et de Gaulle. Alors, je voudrais d'abord dire que je pense que j'ai un point commun avec Éric Zemmour, c'est que nous aimons tous les deux l'histoire, oui, et l'histoire de France. Et j'ai donc lu avec beaucoup d'intérêt son livre, mais je suis historien et donc j'essaie de regarder l'adéquation entre ce qu'il dit et ce qu'il s'est vraiment passé. Est-ce qu'il n'y a pas des trous de gruyère? Parce que c'est vous qui déterminez ce qui s'est vraiment passé. Je vais vous donner un exemple. Vous l'avez dit, il y a un moment extrêmement important. C'est le moment de la défaite, c'est le moment où on demande l'armistice. En juin, et la veille, ou l'avant-veille de cette demande, le général de Gaulle demande
propose à Winston Churchill, c'était une idée de Jean Monnet au départ, Absolument. de faire une union franco-anglaise, que les deux gouvernements fusionnent et qu'ainsi la France, restée libre, et le royaume et l'Empire britannique puissent continuer la guerre dans l'Empire français. Et je lis ce que vous dites sur ce sujet. Une déclaration d'union entre les deux pays fut officiellement proposée le 14 juin 40 par le cabinet anglais dirigé par Winston Churchill. Entre l'Angleterre et l'Allemagne, entre le camp des Yes et celui des Ya, chacun tirait à lui et à Dia, avec pour seul point commun la conviction que le temps de la France était révolu. Comment pouvez-vous penser que De Gaulle propose quelque chose? Comment vous pouvez oublier De Gaulle et penser qu'il peut proposer quelque chose qui voudrait dire que le temps de la France soit révolu? Comment pouvez-vous mettre au même niveau Churchill qui aimait la France et qui a soutenu la France libre et Hitler qui voulait la détruire? Votre réponse, Éric Zemmour. Pardonnez-moi, mais le grand historien que vous êtes mélange tout. Ah bon? Oui, en l'occurrence, dans ma présentation. Parce que ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il y a cette proposition qui est reprise d'ailleurs sans y croire par Churchill ni De Gaulle. En fait, personne n'y croit vraiment. C'est un peu comme ça une bouteille à l'encre et c'est une idée de Jean Monnet qui lui poursuit des objectifs stratégiques qui n'ont rien à voir ni avec Churchill ni avec De Gaulle. Ensuite, quand j'explique qu'il y a le camp des Ya et le camp des Yes, c'est pas la même chose. C'est que simplement j'essaye de faire comprendre, et d'abord de comprendre, que Pétain essaye de s'en tenir à une stricte neutralité entre ceux qui veulent une collaboration totale avec l'Allemagne, le camp des Ya, et ceux qui ont choisi avec De Gaulle l'alliance avec l'Angleterre, de continuer la guerre et de se battre aux côtés de l'Angleterre. Et entre ces deux-là, Pétain a choisi une autre voie qui est celle, si vous voulez, de l'armistice pour arrêter l'hémorragie, parce que l'Allemagne est en train d'écraser l'armée française, et surtout pour essayer de préparer en douce la revanche. En fait, pour bien comprendre Pétain, et je ne pense pas que vous allez me démentir, il faut se souvenir de ce qu'ont fait les Prussiens en 1806 après Iéna. Un point d'histoire rapide, Napoléon écrase la Prusse à Iéna en 1806, les Prussiens se couchent devant Napoléon, Napoléon détruit le royaume de Prusse, prend des territoires, les éparpille, et pendant quelques années, les Prussiens, en imitant ce qu'avait fait Napoléon en France, tout en se soumettant officiellement, vont préparer la revanche qui sera prise en 1813 à la bataille de Leipzig avec les alliés autrichiens et russes. C'est ça que prépare. Sur sa table de nuit, Pétain a un livre sur les Prussiens et Iéna en 1806. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il a réussi, ça veut dire que c'est ça qu'il a en tête. Allez-y Patrick Weil, je voudrais vous poser une question. Dans le premier cas, vous oubliez De Gaulle, et sinon vous le diminuez. J'oublie pas du tout. Vous le diminuez. Page 503. Page 503. Je continue. Vous me laissez la parole. Patrick Weil, allez-y. Pardon, excusez-moi. De Gaulle, vous dites, De Gaulle revient de Londres, c'était juste après avoir fait cette proposition, et vous dites qu'il attend dans l'antichambre de voir auprès du ministre des Affaires étrangères, M. Baudouin, s'il est sur la liste du gouvernement Pétain. Et quand il a vu qu'il n'y était pas, il dit « je sais ce qu'il me reste à faire ». Alors là, parlons méthode historique. Vous avez un témoignage de M. Baudouin, qui est un adversaire de De Gaulle. Donc il ne va pas lui faire de cas, qui est pétainiste. Bien sûr. Donc quand il fait un témoignage, disons qu'il faut peut-être croiser avec d'autres témoignages pour vérifier s'il dit la vérité. Ce que vous ne faites pas dans le livre. Il y a une deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'une fois, si vous dites, bon, c'est plausible, il y a la question de l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire que, imaginons que De Gaulle l'ait fait, est-ce qu'il ait voulu regarder si dans le gouvernement? Comment l'interpréter? La veille, il a pris une première décision, il n'est pas rien, il vient de prendre une première décision de chef. Il vient de décider qu'un bateau bourré d'armes destiné à la France, le Pasteur, allait être dévié vers l'Angleterre pour aider les Anglais à combattre les Allemands. La veille également, avec Jean Monnet, il a donné l'ordre à la délégation américaine, à la délégation française en Amérique, qui achetait les armes pour la France, de donner toutes ces armes à l'Angleterre. Donc on voit bien dans quelle perspective il se place. Et ça, vous ne le dites pas. Vous diminuez De Gaulle, vous en faites quasiment un minable, alors que c'est un héros. C'est déjà un héros. Pourquoi vous n'acceptez pas de dire que De Gaulle est déjà un héros républicain?
Vous parlez, Éric Zemmour, de son... républicain. Éric Je Zemmour, maintiens. vous mentionnez l'opportunisme de Gaulle, de ce mythe de 18 juin 40. De Londres, il s'affirme comme le chef des Français, mais il n'est rien. D'ailleurs, le titre de Gaulle, l'homme qu'il faut aimer, contre ce titre, Pétain, l'homme qu'il faut détester. L'autre chapitre, pour faire la balance, on se demande aussi pourquoi la résistance n'est pas mentionnée dans ces deux chapitres. Alors, la résistance, pourquoi là, elle n'est pas évoquée, celle qui opère sur le territoire hexagonal, là où sont les dangers, la mort de la Gestapo, les SS. Tout ça, ça pose question. Oui, alors, moi j'aime bien débattre avec Patrick Vell parce que je rajeunis. J'ai l'impression d'être un élève et avec un professeur qui me fait la leçon. Donc c'est assez agréable. Et, mais il n'empêche que je vous rappelle que j'ai le droit à une interprétation libre des faits. Oui. Et deuxièmement, cette anecdote que je raconte, elle est déjà racontée par Éric Roussel lui-même dans sa biographie de De Gaulle. Donc ce n'est pas une anecdote inventée. Je n'ai pas dit ça. Bon, très bien. Bah si, vous suggérez que je n'ai pas croisé, qu'elle est inventée, que c'est un adversaire politique. Vous attaquez les historiens. Je n'attaque pas les historiens. Bon. Non. J'attaque une certaine école historiographique française. Je vous dis qu'un historien confronté à un témoignage biographique essaye de croiser ses sources. Donc, en l'occurrence, ce témoignage est authentique. Donc, deuxièmement, il ne s'agit pas de minorer le général de Gaulle. J'aime bien quand les gens de gauche adulent le général de Gaulle quand il est mort, après l'avoir traité de dictateur de 58 à sa mort. Ça me plaît beaucoup. Je dis pas vous, je dis les gens de gauche. Vous êtes de gauche, ce que je sache. Mais je suis d'abord un historien, monsieur. Oui, non, vous êtes de gauche. Ne cachez pas vos engagements politiques, monsieur. Il ne s'agit pas de mélanger les genres. Non, mais je lui réponds. Je voudrais. Débat d'intellectuels. Il n'y a pas de neutralité de l'historien. Il n'y a pas de neutralité. Vous êtes engagé politiquement. Toute votre vie, vous avez été à gauche. Ce n'est pas une infamie, mais il faut le dire aux gens. D'accord? Donc vous ne parlez pas de n'importe où. Vous ne parlez pas de Sirius, vous ne parlez pas de votre cher d'historien. Et moi, vous me donnez des leçons comme ça d'élèves. Ça marche pas. Vous êtes engagé politiquement. Oui. Vous étiez au cabinet de Pierre Mauroy. Vous étiez avec Jean-Pierre Chevènement. Vous étiez à gauche. Pendant les années 80, vous avez des responsabilités sur la politique de l'immigration. Alors assumez. Monsieur Zemmour. On va en parler après. Assumez. Bien sûr. Et cessez de donner des leçons comme si vous étiez neutre, comme si une espèce de dieu qui descendait de l'Olympe. Ça marche pas. Alors Patrick Veil, je vous invite à répondre. Vous venez de dire une chose tout à fait exacte. Ben oui, tout ce que j'ai dit est exact. Allez-y, Patrick Veil. J'ai été effectivement militant jusqu'en 1985, c'est-à-dire jusqu'à il y a 33 ans. Et il y a 33 ans, j'ai quitté tout engagement parce que j'ai considéré que quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, il fallait que je sois totalement libre à l'égard de tout engagement. Et tout ce que j'ai fait depuis, monsieur Zemmour, vous pouvez vérifier. Vous ne parlez que de choses que j'ai faites jusqu'en 85. Tout ce que j'ai fait depuis, je l'ai fait en homme libre et en chercheur libre. Et je suis d'accord avec vous que bien sûr il y a des identités de l'historien. Voilà, d'accord. Mais voilà, il y a des identités de l'historien. Mais c'est tout ce que je voulais entendre. On a le droit sur toute une vie. On a le droit sur toute une vie d'avoir des étapes, d'avoir des changements. Et je vous demande d'accepter que j'ai pu évoluer, changer de vie, car j'ai fait de la politique quand j'étais jeune. Mais c'est pas un reproche que je vous faisais. Mais donc, je suis un homme libre et j'ai écrit mes livres d'histoire librement. Mais vous ne venez pas de n'importe où, c'est tout, vous le reconnaissez. Bien sûr. Comme vous, monsieur Zemmour. Comme moi, mais absolument. Comme moi, j'ai des engagements. Mais absolument, mais moi, je l'assume dans mon livre. Alors, juste, vous n'avez pas répondu à ma question et j'aimerais bien quand même y venir parce que c'était un point, pour le coup, qui m'a interpellé aussi dans ce livre. Oui, la résistance. La résistance. Pourquoi pas un mot? Celle qui, effectivement, incarnée par Jean Moulin, les morts, les coups portés par Klaus Barbie. Pourquoi pas une? Je vais vous répondre. C'est très simple. D'abord, je n'ai pas fait une histoire universelle de la France. C'est des portraits, c'est forcément des partis pris. Bon. Deuxièmement, je parle un peu de la résistance par rapport à De Gaulle, par rapport à Pétain, puisque c'était mon angle choisi. Troisièmement, vous savez, la résistance, c'est des gens souvent héroïques, parfois moins héroïques, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas eu une influence majeure sur le sort de la guerre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la résistance française, l'Allemagne aurait finalement été vaincue à Stalingrad, et l'Allemagne aurait été vaincue, il y aurait eu le débarquement. Même s'ils ont aidé
matériellement au débarquement. Mais il n'y a pas eu de, si vous voulez, l'intérêt politique de la résistance, et surtout qu'ils ont permis au général de Gaulle d'affirmer son pouvoir sur la France par rapport à ses alliés qui ne lui reconnaissaient pas grand-chose. C'est pour ça que je vous dis, en 40, il n'est rien, c'est une formule. Je dis simplement par rapport, pour les Américains, pour les Anglais, il n'est rien. D'ailleurs, les Américains, eux, ont choisi clairement Pétain, et vous le savez très bien. Et pendant toute la guerre, ils privilégieront Pétain sur de Gaulle, que Roosevelt déteste, et prend pour un dictateur. Et vous savez tout ça très bien. Patrick Weil. Il n'est pas rien, il est déjà Charles de Gaulle et il veut incarner la résistance. Mais pour lui, il n'est pas rien. Mais, pour les autres, donc, il n'est rien. en tant qu'historien, je dois noter, et vous ne l'avez pas fait, que, par exemple, cette proposition d'union franco-britannique était pour l'intérêt de la France. C'était du bidon, mais monsieur pas du Veil. tout, pas du C'était tout, du pipeau. pas Il y avait du que Jean tout, Monnet qui croyait, absolument personne pas, n'y croyait. Ni Churchill, ni de parce Gaulle. qu'il y avait encore l'Empire, et il y avait cette idée qu'on pouvait organiser, c'était ça l'idée de Gaulle et de tous ceux qui voulaient continuer la bataille, car Pétain était un défaitiste qui voulait faire l'armistice, céder devant les Allemands, il avait des vieilles références prussiennes que vous avez indiquées, oui. et De Gaulle, lui, avait déjà vu l'avenir avec les armes des tanks et l'aviation, etc. Et il savait que la guerre avait une dimension mondiale et que ça se jouait dans l'Empire. Vous m'amusez parce que vous passez votre temps à jouer à l'historien et en fait vous faites de la géographie. Non. C'est très amusant. On dirait que vous êtes historiographe du roi. Non. Mais non, monsieur. Un peu de mesure, Patrick Weil. Je voudrais vous lire. Un peu de rationalité. Écoutez-moi, monsieur Zemmour, je passe mes journées dans les archives. Ouais, c'est bien. Et ces archives de la période, justement. Je ne fais aucune géographie. Ah ben, Et je vais vous lire ce que déclare, ce qu'est dans un télégramme secret, l'ambassadeur des États-Unis, qui était à Paris, et qui va à Vichy, et voilà ce qu'il dit. Monsieur Lee. Monsieur Bullitt. Monsieur Bullitt. Très bien. Monsieur Bullitt. Très bien. Celui qui était à Paris. Voilà. 1er juillet 40. J'ai eu aujourd'hui de longues conversations avec Lebrun, Pétain, Darlan et Chautemps. Et aussi parlé brièvement avec Végan. L'extraordinaire impression qui émerge de ces conversations est que ces nouveaux dirigeants veulent jeter par-dessus bord tout ce que la France a représenté depuis 2 générations. Que leur défaite physique et morale est si absolue, ils ont complètement accepté pour la France le destin de devenir une province de l'Allemagne nazie. En plus, afin de se retrouver aussi nombreux que possible, compagnons de misère, ils espèrent que l'Angleterre soit rapidement et complètement défaite par l'Allemagne. Leur espoir est que la France puisse devenir la province favorite de l'Allemagne, une sorte de nouveau Gau, qui veut dire district, dans une nouvelle Gaule. Mais je connais ce texte et il ne m'étonne pas du tout. Oui, mais c'est un texte très intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Oui. Mais il faut remettre encore une fois dans le contexte. Pardonnez-moi. Nous sommes en 40. L'armée française s'est écroulée. Elle a subi une défaite qu'elle n'a jamais subie en 1000 ans d'histoire. Jamais elle n'a été s'écraser aussi vite et aussi fort. Nous sommes un pays qui ne fait plus d'enfants depuis un siècle. Les élites françaises craignent vraiment que la France ne s'évapore, que la France ne soit plus rien, que ça soit la polonisation aussi, monsieur. Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et deuxièmement, je finis. Pardonnez-moi, je réponds. Deuxièmement, oui. Quel est le rapport avec ce texte? Mais je vais vous le dire. Oui. Je vais vous le dire. Vous avez tout à fait raison pour dire que, à l'époque, les élites françaises pensent que l'Allemagne a gagné et qu'il vaut mieux être le fidèle second de l'Allemagne. Exactement, exactement. Je vous ai pas coupé, laissez-moi finir. Exactement comme Monsieur Thiers en 1871. C'est la même mentalité et c'est la même crainte. Bien. Et maintenant pour les Anglais, je finis. Les Anglais ont été des faux amis de 1918, aussitôt que les armes ont été finies le 11 novembre 18, jusqu'en 39, la déclaration de guerre. Les Anglais ont absolument sapé la planche française pendant 20 ans. Ils ont soutenu l'Allemagne en douce avec les Américains. Donc quand arrive la guerre 39, les élites françaises qui le savent n'ont aucune confiance dans l'Angleterre et elles ont raison. Patrick Weil, ça c'est inexact. Ah non, c'est pas inexact. Eh ben, vous allez me laisser. Mais je vais vous laisser parler. Allez-y. Parce que, d'abord, effectivement, par rapport à ce qu'écrit Bullitt, eh ben, De Gaulle représente l'alternative. Le refus de devenir une province de l'Allemagne nazie et la volonté de continuer le combat. Mais ils sont... Alors, les Anglais, c'est très intéressant les Anglais, parce que vous parlez évidemment, vous n'aimez pas
vous parlez de Clémenceau, mais vous n'aimez pas finalement les grands leaders républicains. Vous ne parlez pas de Clémenceau, défenseur de la laïcité. Le Clémenceau, défenseur d'Alfred Dreyfus. Clémenceau, visionnaire de l'anticolonialisme, qui combat la colonisation. Ça, c'est très juste. Comme Maurras, comme l'Action française. Et quand vous en parlez longuement, parce que vous nous consacrez de longues pages, sur la négociation du traité de Versailles, et j'aimerais bien que nous en parlions. Avec plaisir. Vous faites le portrait, Éric Zemmour, de Georges Clémenceau, l'implacable, je vous cite Clémenceau, le brave vengeur de la France. Il est le dernier géant, dites-vous. Parmi les grands hommes, vous admirez effectivement Clémenceau, que ce dernier acquis aux intérêts anglais empêchant en octobre 18 l'armée alliée de Franchet d'espérer, présente en Europe centrale, de fondre sur Berlin, vide de toute résistance qui aurait permis de casser l'Allemagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, Expliquez-nous. écoutez. Expliquez-nous. Je vous explique. Très bien, je vais aller vite puisque Patrick Weil veut me parler. Oui. non, mais je vais très vite, c'est très simple. Il faut comprendre que la France a failli perdre la Première Guerre mondiale à d'innombrables reprises. On sera d'accord là-dessus. Dès 14, hein, c'est le fameux miracle de la Marne, et encore en mars 18, lors de l'offensive allemande, on est d'accord là-dessus. Et la France prend le dessus en juillet 14, en juillet 18. Non mais c'est important, on va célébrer le centenaire de la France. Mais ça, on est d'accord, c'est un fait évident. Hein, bon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les armées françaises sont en train d'écraser les Allemands. Je dis bien les armées françaises parce que depuis 50 ans, on nous raconte que c'est grâce à l'aide des Américains. C'est faux. C'est les armées françaises, aidées de leurs alliés évidemment, mais c'est les Français qui sont en pointe. Et il y a deux armées françaises. L'armée de Pétain au nord qui va descendre sur Berlin par l'Alsace, etc., et qui avance très vite et qui enfonce les arrières de l'Allemagne. Et il y a l'armée des Dardanelles, de Franchet d'Espéré qui remonte. Attendez, j'ai fini. Oui, ces deux armées, on n'a pas beaucoup de temps. mais on va très vite. Ces deux armées sont en mesure de rentrer dans Berlin. Et Clémenceau refuse. Il refuse parce qu'il veut pas qu'un général catholique comme Franchet d'Espéré tire trop droit, parce qu'il est anticlérical de façon primaire et secondaire. Et deuxièmement, et on en vient aux amis anglais de Patrick Weil, parce que les Anglais et les Américains ne veulent pas que l'armée française rentre à Berlin, parce qu'ils sont obsédés par Napoléon et qu'ils ne veulent pas que la France domine en Europe. Et on conclura cette première partie historique. Alors, rapidement. Clémenceau dit: j'ai fait la guerre à fond pour la faire durer la moins possible. Aux premières demandes d'armistice, j'ai failli devenir fou de joie. C'était fini. J'avais trop vu le front, moi. J'avais trop vu ces espèces de trous pleins d'eau, pleins d'hommes. Le premier qui est venu me dire: les Boches t'en peuvent plus, ils demandent la paix, j'ai dit oui. Donc c'est pas du tout des trucs catholiques, c'est à cause. Ils voulaient plus de morts. Les Américains voulaient continuer. Le seul qui voulait continuer parmi les chefs, c'était Pershing. C'est fou. Deuxièmement, vous dites qu'il s'est fait avoir par les Américains. Et ça, je par les Anglais. Il s'est fait avoir par les Américains, dit Patrick Weil. Terminez là-dessus, il nous reste 30 secondes dans cette première partie. Non, mais moi je veux parler de ça. Je vous en prie. Il nous reste 30 secondes, Clémenceau a une stratégie très intelligente. On ne peut plus faire l'alliance avec les Russes, il ne veut pas d'alliance avec les bolcheviks. Il choisit de faire l'alliance atlantique dans le traité de Versailles. Parce qu'il y a le traité de Versailles, et puis il y a le traité de garantie qu'au cas où la France est attaquée par l'Allemagne, l'Amérique et l'Angleterre viennent à notre secours. Qu'est-ce qui se passe? Wilson rentre, il a une thrombose, enfin un AVC, le traité est rejeté une première fois par le Sénat américain. Attendez, je veux dans la deuxième partie. Non. Dans la deuxième partie, d'accord. Mais moi, vous me laissez Terminez votre terminer. phrase, s'il vous plaît. Et en février 19, Clémenceau se présente à la présidence de la République. Et il perd. Et il perd par qui? Par la droite catholique qui lui demande de prendre position pour le rétablissement des relations avec le Vatican et qui préfère, il le dit, il préfère faire battre Clémenceau qui pouvait faire appliquer le traité, aller à Washington, faire reprendre les discussions avec Wilson. On va y revenir, s'il vous plaît, Patrick Weil. Jouer le Vatican contre la France, contre la patrie. Voilà, je vous ai laissé vous expliquer. Patrick Weil, on vous a entendu. Éric Zemmour également. On va y revenir, on va aller sur les questions de société. Bien sûr, dans la deuxième partie, vous restez avec nous. Éric Zemmour, Patrick Weil. Le grand débat se poursuit avec l'immigration, l'islam, le grand emplacement. Dans cette deuxième partie, restez avec nous. Merci.
Merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de ce grand débat ce soir entre Éric Zemmour, essayiste, auteur de Destin français chez Albin Michel, et Patrick Weil, historien, directeur de recherche au CNRS, président de Bibliothèques sans frontières. Vous avez écrit Le sens de la République, réédité actuellement en collection Folio. Cette demi-heure, nous allons débattre d'immigration, d'islam, de la théorie du grand remplacement, de guerre, de civilisation. Un certain nombre comme ça de théories qui traversent la France aujourd'hui, qui crispent de plus en plus nos concitoyens. On va y venir dans un petit instant. On a conclu la deuxième partie par le destin français, par l'histoire de France revisitée par vous, Éric Zemmour. Nous étions sur Clémenceau, que vous avez nommé... Sur la fin de la Première Guerre mondiale, il y a 100 ans exactement. Alors votre réponse... 100e anniversaire. Exactement. Alors, votre réponse à Patrick Weil, et on enchaîne. Je veux simplement dire ici que le président américain de l'époque, Wilson, est un faux ami. Et qu'il a tenté d'imposer pendant toute la guerre une paix blanche qui n'aurait ni vainqueur ni vaincu. Et quand il arrive, il finit par aider les Français et les Anglais. En fait, c'est pour sauver les Allemands. Et Et Clémenceau, si vous voulez, va essayer de tout faire pour prendre le maximum de garanties et d'affaiblir l'Allemagne, de prendre la Rhénanie, de rendre indépendante la Bavière. Et à chaque fois, les Américains et les Anglais diront non. Parce que c'est le maréchal Foch qui lui conseille ça. Et donc en fait, Clémenceau a sacrifié les intérêts français à l'alliance avec l'Angleterre. J'ai deux phrases. Premièrement, les Américains pensent que Wilson a cédé tout aux Français et aux Anglais. Deuxièmement, il propose la Rhénanie pour négocier le traité de garantie. Non. L'alliance il lui concède le traité de garantie. Vous m'avez garanti, justement, vous m'avez garanti qu'on s'arrêterait sur cette partie historique. Je vous invite, s'il vous plaît, à être attentif un petit instant et aussi d'être respectueux vis-à-vis de nos téléspectateurs. On a évoqué cette question donc en lancement, l'islamisme et l'immigrationnisme. C'est ce dont je souhaite parler là dans cette deuxième partie. Et je voudrais vous poser cette première question, Éric Zemmour. Ces deux aspects, l'islamisme et l'immigrationnisme, ont été voulus, théorisés, écrits et préparés à l'avance, selon vous? Par qui? La question est, est-ce que ça a été préparé, selon vous, historiquement? Est-ce que ça a été fait par nos dirigeants, par les Français, par la civilisation, par les citoyens? Écoutez, on pourrait revenir à très loin. Si vous voulez, il y a toujours eu, depuis les années 1860, sous le Second Empire, une immigration de travail. C'était les Belges, les Italiens, les Espagnols, etc. Il y a eu, après-guerre, encore des Portugais, des Espagnols et des gens venant d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, le plus souvent des Kabyles, et puis petit à petit, de la population arabe aussi est venue. C'était des migrations de travail. C'est-à-dire que soit ils repartaient chez eux, soit quand ils étaient un peu intégrés et qu'ils étaient en voie d'assimilation, ils faisaient venir leur famille quand ils en avaient, ou ils faisaient souche en France, ils épousaient des Françaises, etc. Ça, M. Weil a écrit des choses impeccables là-dessus, il n'y a rien à ajouter. Il y a désormais, depuis quelques décennies, nous ne sommes plus dans une immigration. C'est-à-dire l'immigration, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui viennent de l'étranger et qui veulent, pour leurs enfants, un avenir français. Et donc pour ça, ils prennent les mœurs des Français, ils donnent des prénoms français, ils font tout pour que leurs enfants deviennent français. Depuis quelques décennies, nous n'avons plus d'immigration. En vérité, nous avons une invasion et une colonisation. Une invasion parce que c'est des gens qui viennent alors qu'on ne leur a pas demandé de venir et qu'on ne veut pas qu'ils viennent et ils forcent nos frontières. Une invasion, et une colonisation parce qu'ils imposent leurs mœurs et leurs coutumes et leur religion à un pays qui est étranger et à qui ils imposent de gré ou de force dans des parties de territoire de plus en plus vastes. La vérité d'Éric Zemmour, une invasion, une colonisation, vous avez entendu ces mots, Patrick Weil, ils imposent leurs mœurs. Votre réponse? Monsieur Zemmour a rappelé un fait très important. Dans la première partie du XXe siècle, à la fin du XIXe, l'immigration vient d'Europe. Absolument. Ensuite, elle vient de morceaux de la France. De l'Empire français. Laissez-moi finir. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'Algérie, qui était la France. Bien sûr. C'était des Français. Ils viennent avec leur relation à la France, leur prénom, leur nom. Ils se sentent français déjà, puisqu'ils le sont. Et qu'est-ce qu'il se passe? Ils ne ressentent pas toujours être perçus comme français. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que quand on enseigne l'histoire de France, on est centré, c'est normal, sur la partie européenne de la France. Quand par exemple on fait l'histoire de Napoléon,
Il y a une bataille, j'allais dire presque une guerre civile, que Napoléon perd. Ah oui. C'est l'expédition de Saint-Domingue. Tahiti, absolument. Il perd 30 000 hommes. Du coup, il perd les Anglais, alors qu'avec les armées françaises noires, on gagnait les îles britanniques, on était en train de reconquérir peut-être même des territoires américains. La défaite va libérer les troupes de Wellington, enfin la marine, et va aider bien sûr les Espagnols à nous défaire, etc. Donc la défaite de Napoléon pour avoir voulu rétablir l'esclavage est quelque chose qui fait partie de l'histoire de nos compatriotes d'outre-mer. Et la deuxième, laissez-moi finir, mais l'abolition, la deuxième abolition, quand la France déclare que l'esclavage est un crime contre l'humanité en 1848 et qu'on est le premier pays à le faire, à le dire, vous savez, c'était tellement peu connu ça, c'était tellement peu connu que quand Madame Taubira a fait voter la loi sur la reconnaissance de l'esclavage contre l'humanité, il n'y avait pas un parlementaire, ni même l'administration de l'Assemblée, qui savait qu'on l'avait déjà fait. Vous voyez, personne ne le savait. Donc on avait perdu la mémoire commune de cette histoire. Donc il y a un vrai problème en ce moment entre Français qui ont des prénoms qui étaient reconnus comme français. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, en quoi c'est faux, Éric Zemmour? En quoi est-ce que l'apport des étrangers, du brassage de ces populations ne constitue pas la France? Mais la France n'est pas un terrain vague. La France a une histoire avec un passé, des mœurs, des coutumes, des héros, une culture, des racines chrétiennes. Tout ça, c'est la France. C'est ça la France. Que M. Veil vienne me dire qu'on n'apprend pas assez l'histoire des colonies, de l'expédition de Napoléon. Je suis pas d'accord avec son interprétation d'ailleurs. C'est dans votre livre, absolument, Éric Zemmour, mais on revient pas là-dessus, on est dans le présent, s'il vous plaît. On peut toujours apprendre davantage. Peut-être. Mais peu importe. En vérité, ce n'est pas essentiel. Quand la France abolit l'esclavage, les Anglais ont déjà aboli la traite des Noirs. Et si, excusez-moi. Aujourd'hui, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que, non, mais parce que je vois ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, et M. Veil sera dépassé par certains, parce que lui ne pensera pas ça. Certains historiens aujourd'hui veulent nous apprendre une autre histoire que l'histoire de France pour faire plaisir aux populations venues d'ailleurs. Alors justement, et on veut nous apprendre une autre histoire qui corresponde à l'idéologie dominante d'aujourd'hui et non plus l'histoire de France et surtout oublier les racines chrétiennes de la France, etc. Et donc, lui-même sera dépassé par ce qu'il dit. Je voudrais nous ramener, s'il vous plaît, sur ce plateau, parce qu'on a dit qu'on s'est mis d'accord. Je veux répondre sur les racines chrétiennes. Il s'agit de parler de cette actualité-là, à l'heure actuelle, au temps présent. Ce que je voudrais vous demander, Patrick Veil, en France, aujourd'hui, la peur de l'étranger, elle existe. C'est une réalité, elle est accentuée par la crise. Comment on répond aujourd'hui à cette angoisse? Alors d'abord, les racines. Moi, les hommes... Brièvement sur les racines. Les hommes ne sont pas des... On a un héritage chrétien, un héritage même catholique. Un héritage très important. On est d'accord. Et moi, je considère que l'identité française est fondée sur 4 piliers: l'égalité qui nous vient du catholicisme, la mémoire de la Révolution, la laïcité et la langue. Qui nous vient aussi du catholicisme, la laïcité. Oui, exactement. Mais il y a pas moi, je ne vois aucun problème. C'est un héritage laïcisé. D'accord, on est d'accord. Ça permet de faire la place à tous ceux qui sont devenus français par notre histoire. Alors la peur de l'étranger. Elle existe aujourd'hui. La peur de l'étranger, moi je crois que, si on regarde les chiffres, je les connais très bien, j'étais président du groupe statistique de l'immigration. Les chiffres, c'est presque une fake news aujourd'hui, les chiffres. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, on a rajouté dans les chiffres officiels de l'immigration les étudiants. C'est-à-dire, on n'a plus... Non, mais attendez. Les étudiants ont comme particularité, les chiffres, à bout maximum 2 ans, 90% sont partis. Bon. Et oui, écoutez, donc on est aujourd'hui... Vous inventez là, monsieur Veil, excusez-moi. Pardonnez-moi. 90% qui sont partis, c'est pas vrai. Mais écoutez, monsieur Zemmour, avant, les Américains, par exemple, quand ils comptent l'immigration, ils comptent les étudiants quand ils restent. Nous, on les compte avant même de savoir s'ils vont rester. Donc ça fait des chiffres. Non. Attendez, un autre chiffre, un autre chiffre sur lequel vous allez peut-être être d'accord, mais pardonnez-moi. Alors attendez, quand on voit qu'environ, excusez-moi. Laissez-moi, vous me demandez si on a des... Oui, mais vous me répondez pas. Si on est... Alors, si on compte pas les étudiants, on est à 150 000. Si on compte les étudiants, on est à 220 000. Bon. On est 66 millions. Non. On est 66 millions. Bon.
Alors, attendez, parce que là, c'est important. Là, il n'y a pas d'invasion. Mais attendez, vous savez quelle invasion nous subissons? Vous savez quelle invasion nous subissons? Celle des touristes. Nous sommes le premier pays de tourisme au monde. Bon. 90 millions. Alors, on va être j'entends ce que dit M. Veil et je voudrais être sérieux 30 secondes. Les amis de M. Zemmour. Oui. Attendez. Prôner la fermeture des frontières. Oui. Alors attendez. Ben, la fermeture des frontières, ça veut dire la faillite de la Côte d'Azur, la faillite de toutes les régions de tourisme. Ça va très bien qu'on ne pas au tourisme. Un autre chiffre, M. Zemmour. Attendez, j'aimerais bien dire quelque chose. Mais non, mais pourquoi? Mais parce que non, parce qu'il parle de chiffres. Mais justement, moi, je vais vous donner les chiffres. Non. Si, s'il vous plaît. Pour corroborer les chiffres qu'avance M. Patrick Veil, d'autres chiffres qui sont de sources plus que certaines. Aujourd'hui, 70% des migrants subsahariens s'installent dans un autre pays africain. 15% se répartissent entre le Golfe et l'Amérique du Nord. 15% viennent en Europe. D'accord. Ces chiffres-là, vous les démontez, Éric Zemmour? Mais non, mais je m'en moque de ces chiffres. Moi, je vais vous donner d'autres chiffres, vous allez comprendre. Alors, dans ce cas, on peut faire une bataille de chiffres. Mais non, mais on s'en moque complètement. De là où ils s'installent ailleurs, qu'est-ce que j'en ai à faire? S'il y a 1 milliard de gens qui s'installent ailleurs, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Maintenant, on va prendre des chiffres sérieusement, puisque vous voulez des chiffres. Les chiffres que je tiens du ministère de l'Intérieur. Il y a eu 260 000 entrées légales en 2017 par le regroupement familial, les étudiants et les mariages. Il y a eu près de 100 000 droits d'asile. Demande d'asile. Demande d'asile, mais sauf que l'essentiel est débouté, sauf que personne ne part. Vous n'en savez rien. Personne, mais le Sénat l'a dit lui-même, M. Veil, arrêté, personne ne part. Et on doit rajouter 50 000, ce qu'on appelle mineurs non accompagnés. Alors, c'est important, ça fait 400, attendez, non, j'ai pas fini. Ça fait 410 000 par an. Est-ce qu'on a besoin de 400 000 étrangers de plus par an, alors que nous avons déjà d'innombrables territoires qui ne sont plus en France, qui sont islamisés complètement. Même les journalistes du monde, qui m'ont craché dessus pendant 20 ans, maintenant disent... Il y a une islamisation de la Seine-Saint-Denis. Il serait temps de découvrir. On y va dans un petit instant, mais Patrick Veil, pour aller plus loin, Éric Zemmour est très largement majoritaire lorsqu'il exprime ses réticences sur l'immigration. Les 2 tiers des Français considèrent qu'il y a trop d'immigrés aujourd'hui en France. Toutes les enquêtes sur les pérégrinations de l'Aquarius ou les autres navires qui sont arrivés ensuite ont souligné un rejet de l'accueillir dans un port français. Pourquoi on en est là? Je ne vais pas rentrer dans ces chiffres, je voudrais ajouter des éléments d'explication. D'abord, il y a une association qui est faite entre des nouveaux entrants et des personnes qui sont déjà françaises par le fait que certains Français ne considèrent pas d'autres comme compatriotes. Et quand M. Zemmour, par exemple, attaque des personnes parce qu'elles ont un prénom qui n'est pas français, cela contribue... Il n'attaque pas. Si. Non. Je dis que leur prénom n'est pas français. Quand M. Zemmour, vous dites même... l'équipe de France de foot, vous faites des commentaires sur leur couleur de peau. Bon. On m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, imaginez le Nigeria avec 8 blancs et vous seriez surpris, c'est tout ce que j'ai dit. Imaginez je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas français. Nous sommes plus proches de l'Afrique du Sud que du Nigeria, du point de vue de la composition. C'est-à-dire, si vous faites une composition dans l'équipe de rugby, il y a essentiellement des blancs. Eh bien justement, M. Zemmour, M. Deschamps a pris les meilleurs. Vous savez, le général de Gaulle disait... Je sais qu'il a pris les meilleurs. Le général de Gaulle disait, je ne connais qu'une seule catégorie de Français. Mais moi aussi. Ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas. Mais M. Veil, l'Afrique du Sud est en Afrique, ça ne vous a pas échappé. La France est en Europe, elle n'est pas en Afrique. Si ça vous a échappé, moi je peux vous le rappeler. Est-ce que les Martiniquais et les Guadeloupéens ne sont pas français? Mais bien sûr qu'ils sont français. Est-ce que c'est des enfants qui sont venus de nos anciennes colonies qui ont aidé De Gaulle à libérer la France? Ils sont français. Si, ils sont français. Mais bien sûr qu'ils sont français. Mais je vous dis, la France n'est pas un pays d'Afrique. C'est tout. Imaginez le Japon et M. Zidane sont pour moi des héros français, quel que soit leur prénom. Mais qui vous a dit quel que soit leur prénom? Je voudrais m'arrêter là-dessus. Quel que soit leur prénom, parce que déjà quand... Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai un de mes amis qui a retrouvé la trace de son grand-père algérien, musulman d'Algérie. Il a découvert que cet homme était fait officier de la Légion d'honneur après la guerre. Il s'appelait, je ne vais pas vous donner le nom, Ramdam. On ne lui a pas demandé de changer de prénom. Il était français. On l'a reconnu, Ramdam, officier de la Légion d'honneur. Je voudrais vous poser une question, Éric Zemmour, sur cette question. Pourquoi voulez-vous que des gens à qui on a dit pendant un siècle qu'ils étaient français, l'Algérie, pourquoi voulez-vous qu'ils aient voulu changer de prénom? Et je vais vous ajouter quelque chose. Je suis d'accord avec vous qu'il faut des mécanismes d'intégration culturelle.
Au 19e, au 18e siècle, les Alsaciens ne parlaient pas le français. Les gens des Pyrénées ne parlaient pas le français. Les Basques ne parlaient pas le français. Aujourd'hui, ce n'est pas par le prénom qu'on devient français, c'est par le partage de la langue. Oui. C'est ce que j'ai voulu. Éric Zemmour, s'il vous plaît, Patrick Veil, vous avez écouté, on vous a laissé parler. Ce qui n'existait pas il y a 2 siècles. Bon. Éric Zemmour, si on ne choisit pas un prénom français, on ne respecte pas son pays, on ne respecte Madame, pas le pays où on est. Cette Je vais dans le prolongement. histoire-là, j'ai expliqué simplement, je ne veux pas revenir sur cette polémique 107 ans. Je disais ça d'ailleurs depuis très longtemps, c'est une loi qui avait été faite par Bonaparte, qui a été respectée par tout le monde, y compris le général de Gaulle que M. Veil admire autant. Le général de Gaulle aurait été très choqué de vous entendre, M. Veil, car pour lui, il a fait respecter cette loi de Bonaparte. Alors, le grand-père de votre ami, bien sûr, il s'est battu valeureusement. Non, il était instituteur. Vous me dites qu'il était officier de la Légion d'honneur parce qu'il s'est battu pendant la guerre. Non, j'ai dit après la guerre, il était instituteur, c'est à cause de 30 ans de prof. Très bien. Bon, C'était un métier magnifique. Qui a dit que c'était pas un métier magnifique? Voilà. Seulement, ce que M. Veil oublie de dire, c'est que à l'époque, les musulmans d'Algérie étaient dans un statut très particulier. Ils étaient de nationalité française, mais ce que M. Veil oublie de dire, c'est qu'ils n'étaient pas citoyens. Et pourquoi ils n'étaient pas citoyens? Parce qu'ils n'avaient pas renoncé à leur statut personnel. Et qu'est-ce que c'est que leur statut personnel? Laissez-moi finir ma démonstration. Cela signifie que cette communauté musulmane d'Algérie était régie par la religion. Parce que la religion musulmane est un système juridico-politique. Et qu'ils ont refusé d'abolir leur statut personnel, dont le prénom et l'expression, puisque ce ne sont pas des prénoms étrangers, ce sont des prénoms coraniques. C'est ce que vous dites, Éric Zemmour. Eh bien, monsieur avait pris la pleine nationalité française. Oui, on lui avait laissé son prénom. Mais pas la citoyenneté. Le concept, je vous donnerai son décret. Vous pourrez le publier dans le Figaro. S'il vous plaît, messieurs, le concept du grand remplacement de Renaud Camus. Cela, évidemment, vous parle à tous les deux. Vous semble-t-il recevable, Éric Zemmour, pour définir aujourd'hui la transformation de la société française, par l'immigration de masse extra-européenne, oui ou non? Écoutez, c'est très simple. Le grand remplacement, il a déjà commencé. Vous allez dans toutes les banlieues de nos grandes métropoles, dans la région parisienne, dans le sud-est, dans le nord. Vous avez des pans entiers de notre territoire où le mode de vie est régi par les normes islamiques. C'est-à-dire que vous avez... Voilà. Mais je vais vous expliquer. Et donnez-nous des chiffres, pardonnez-moi, donnez-nous des chiffres et des lieux. C'est très simple, laissez-moi finir. C'est très simple. Vous sortez, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que j'ai lu ça un préfet qui a dit ça. Vous sortez dans un quartier avec vos enfants et vous voyez une boucherie halal, une deuxième boucherie halal, une troisième de toutes les banlieues françaises. Toutes les banlieues françaises. Alors, vous allez à Trappes, vous allez à Saint-Denis, vous allez dans tous les quartiers. Est-ce que vous avez vu ça? Vous allez à Montfermeil, vous allez... Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça? Oui, demandez aux policiers dans les quartiers où ils ne peuvent pas rentrer. Demandez-leur, vous allez voir, où les médecins ne peuvent pas rentrer, où les pompiers ne peuvent pas rentrer. Demandez-leur à tous ces gens. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez une boucherie halal, une deuxième boucherie halal, une troisième boucherie halal, après vous avez une librairie halal, et ensuite, etc. Vous avez des gens, des femmes qui se baladent en voile, vous avez des hommes qui sont habillés comme en Afghanistan au 8e siècle, etc., etc. Ça s'appelle créer des normes qui imposent. Moi je connais des jeunes femmes qui n'osent pas sortir en robe, qui n'osent pas sortir en jupe, car elles se font cracher dessus dans d'innombrables quartiers, pas plus loin que des banlieues parisiennes que je connais, où j'ai grandi. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est la France aujourd'hui. Non, ce n'est plus la France. Ces jeunes femmes ne peuvent pas sortir le soir. Elles ne peuvent pas sortir dans la journée en robe. Patrick Veil, des chiffres, une réponse, alors, des lieux... Je vais répondre. D'abord, pour répondre à Éric Zemmour, M. Zemmour, vous admettrez que on demande aux Français de respecter la loi. Bon. Donc si... Non, on demande pas aux Français de respecter la loi. On ne demande pas seulement de respecter la loi. Non, mais on demande aux Français... Non, on demande de vivre à la française. Sinon, il faut rentrer chez soi et aller vivre à la marocaine, à l'algérienne ou à l'afghane. Mais des musulmans qui s'assimilent tous les jours, il y en a aussi. Monsieur Zemmour, Monsieur Zemmour, j'essaye... Non, parce que je vous vois venir. Non, vous ne voyez pas venir. On ne contente pas seulement de respecter la loi. Eh bien, on demande d'abord... Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la loi, en plus. On demande d'abord de respecter la loi. Et vous allez voir où je vais en venir. Allez-y. D'abord, par exemple, avoir une boucherie halal, c'est respecter la loi. Ce n'est pas contraire à la loi. Bon. En revanche, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire des pressions, des crachats, etc., ça, c'est contraire à la loi. Et là où je vais être d'accord avec vous, c'est que je ne suis pas d'accord avec
je dirais, l'excès de description. On est sur le degré de ce que vous décrivez. Mais je sais que Patrick Weil, vous sortez du 7e arrondissement, je vous en prie. je ne suis pas dans le 7e arrondissement. Et vous avez... Non, mais- attendez, madame. Allez-y, mais je voudrais comprendre si vous, aujourd'hui, vous dites, aujourd'hui, il y a danger, ce grand remplacement. Est-ce que Il n'y a c'est pas de grand notre avenir remplacement. proche? Il y a Est-ce que c'est ça des l'issue? compatriotes qui sont venus des anciennes colonies françaises et qui peuvent subir un certain nombre de pressions. Alors, je voudrais maintenant venir à quelque chose d'important. Dans la loi de 1905, la loi de 1905 sur la laïcité est Et ce fondée sera bientôt la conclusion. sur la liberté de conscience. Et mon association, on a fait un travail là-dessus parce que c'est totalement méconnu. La liberté de conscience, elle est garantie par quoi? Par le fait que si on l'attaque, on peut aller en prison. Si on fait pression sur quelqu'un pour le forcer à porter, la forcer à porter le voile, même chez soi, on peut aller en prison. Jamais. C'est terminé. Aucun gouvernement n'a appliqué, Un mot. n'a appliqué cet article 31 Oui. de la loi de Je vous 1905. le fais pas dire. Deuxième Pardonnez-moi, chose. un mot à ça. Deuxième chose. Un mot là-dessus, un mot Monsieur là-dessus. Zemmour, La deuxième chose, en 10 en secondes, 10 ce sera secondes. terminé. Je Ah non, pense vraiment qu'il un faut réinvestir ces quartiers abandonnés par la République. Et il y a une deuxième mesure que je propose après l'application rapide de cet article 31, c'est qu'on légalise le cannabis, comme le font déjà le Canada. Je veux, c'est proposé par des élus de Marseille. Alors, Moi, je veux deux les choses. propositions Réinvestir. Patrick Weil, vous avez Je entendu réponds- et vous changer- répondez. je On vous réponds a de- entendu, j'ai Patrick compris, Weil. on a compris. les Votre règles conclusion. Je de réponds ces deux quartiers. choses. S'il vous plaît. Je réponds deux choses. Votre Un, ils réponse, ne sont Éric pas Zemmour. abandonnés par la République, c'est faux. Ils ne sont plus en France. Ce n'est plus la France. Si, ces c'est la quartiers. France. Ils sont Deuxièmement, français. non, ce n'est plus la S'il France. vous plaît. Si. Ce n'est pas un mot, la France. C'est du concret. Ce la sont France. des gens. C'est une Et il culture. faut S'il vous aider, plaît, Deuxièmement, il faut aider les gens Vous avez écouté à Patrick Weil. vivre Et deux- libres Non. dans leur liberté de Mais conscience. C'est pas la Il solution, faut Éric Zemmour. s'appuyer. Mais ils ne vivent pas, C'est ils pas ne la solution, peuvent Éric pas. Zemmour. Moi, je vais Mais vous si, dire quelque chose. monsieur. Terminons, En conclusion, terminons, c'est terminé. C'est vous terminé. voulez une conclusion? Oui. Je vais vous citer une phrase d'Engels, l'ami de Karl Marx. À partir d'un certain nombre, la quantité devient une qualité. C'est tout. Eh bien, monsieur, moi, Merci, messieurs. j'ai confiance dans Merci. mes compatriotes Merci, de messieurs. culture musulmane Destin et dans français, leur votre diversité livre. et dans leur attachement à la Merci. République. Merci beaucoup. Destin français, votre livre, Éric Zemmour, aux éditions Albin Michel, Le sens de la République, signé Patrick Weil, qui vient d'être réédité aux éditions Folio. Merci à tous les deux d'avoir accepté.